Je suis évidemment très touché que Jacques Glowinski m'ait demandé de prendre la parole aujourd'hui et en même temps j'ai scrupule à le faire alors que tant d'autres plus qualifiés que moi pour rendre hommage à Yves Laporte se sont déjà exprimés ou vont le faire. Je n'ai rien à dire qui n'ait déjà été dit, aucun témoignage particulier à porter en dehors de celui du respect et de l'affection. Je ne suis ni médecin, ni biologiste, ni scientifique. J'ai été nommé professeur au Collège de France alors qu'Yves Laporte était déjà professeur honoraire et que l'administrateur était son successeur André Miquel, mais je dois dire que j'ai tout de suite senti la marque qu'avait imprimée à l'institution le passage d'Yves Laporte comme administrateur, tout ce qu'on lui devait, le respect avec lequel on parlait de lui. Je ne l'ai vraiment connu que lorsque je le voyais aux réunions du collège, mais ce grand monsieur, si digne, un peu intimidant, je le regardais de loin et je le saluais avec toute la déférence requise. Je ne l'ai vraiment connu que lorsque je suis entré il y a une douzaine d'années au conseil d'administration de la Fondation Saint-Ger-Polignac, dont il était le vice-président sous la présidence d'Édouard Bonnefous, puis celle de Yves Pouliquen, et André Miquel, qui était secrétaire général, lui a succédé comme vice-président. Mais du rôle d'Yves Laporte au conseil d'administration de cette fondation, ce rôle de compétence et d'apaisement qu'il endossait, qu'il jouait, peut-on dire, avec un humour discret et paisible, face en particulier au flamboyant Édouard Bonnefous. Ah, mais quand même, on peut donner un petit peu d'argent à la science, pas tout au petit four. Et de ce rôle, André Miquel a certainement parlé, je suis désolé, je viens de Madrid, mon avion avait du retard, j'ai manqué André Miquel. Bon. Et Yves Pouliquen parlera mieux que je ne saurais le faire. Et c'est à Yves Laporte que je dois d'être au conseil d'administration de cette fondation. Je crois que c'est lui qui avait suggéré mon nom à Édouard Bonnefous, qui ne me connaissait que vaguement. Et l'un de mes remords, c'est que j'ai fait une visite ad limina. J'ai rendu visite à M. Bonnefous dans son bureau. Je suis arrivé, pas en retard, mais un petit peu juste. Et en même temps qu'Yves Laporte, qui devait m'accompagner, et dans ma hâte, j'ai gravi les escaliers trop vite, tellement, et je l'ai laissé un peu derrière moi. Et il était tellement courtois, n'est pas que c'est quelque chose dont je ne me suis jamais excusé auprès de... Ou si peut-être l'ai-je fait, mais enfin, ça pèse sur moi comme une faute, qu'il me pardonne de là où il est. Donc, que reste-t-il, qu'ai-je à dire, que puis-je dire de lui que je serais d'une certaine façon le seul à pouvoir dire, en dehors d'une fidélité commune à Toulouse, mais je ne suis pas le seul à avoir partagé avec lui cette fidélité à Toulouse. Tout de même, nous avons habité la même rue Onzaine. Mais lui avait plus de titres que moi à y habiter. Moi, j'étais dans un instru. Un, parce que lui était un vrai Toulousain, pas moi. Et deux, parce que cette rue, la rue Onzaine, est Harley Street de Toulouse. C'est une rue qui compte 32 numéros et qui abritait, quand j'y habitais, 24 médecins. Donc, il était plus à sa place que moi. Et alors, je crois savoir que M. Humbert a eu la gentillesse de faire allusion ce matin au petit roman qui m'a libéré de ma nostalgie de Toulouse, un portefeuille toulousain, qui avait amusé Yves Laporte, au point qu'il l'avait fait lire à M. Humbert, et je lui en suis très reconnaissant parce qu'il n'a pas amusé grand monde, je crois, ce roman. Mais bon. Reste le titre que j'ai donné à ma brève intervention, Preux et courtois. C'est un titre qui paraît banal, vieilli, désuet, presque un peu tarte, si on peut dire. Mais quand on vit comme je le fais au Moyen-Âge, je ne m'en vante pas, comme ça, on sait que ces deux qualificatifs dans l'ancienne langue ont un sens précis et que leur association définit un type d'homme qui est exactement celui d'Yves Laporte. Preux veut dire courageux, mais d'un courage maîtrisé. Preux vient de prodis, qui est un adjectif formé sur le verbe prodesser, être utile. Le courage, c'est le service, quoi qu'il en coûte. Et
tous les témoignages que nous entendons aujourd'hui montrent qu'Yves Laporte, à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de sa vie, dans tous les dangers qu'il a affrontés, dans toutes les responsabilités qu'il a exercées, dans le dévouement naturel et quotidien des dernières années, dans une épreuve particulièrement douloureuse, Yves Laporte était preux. Il avait ce courage qui n'est pas une témérité bravache, mais qui est le courage de servir là où on est attendu, où il faut le faire. Courtois, eh bien courtois, c'est celui qui appartient à la cour, ou ce qui appartient à la cour, qui est convenable dans le monde des cours. Yves Laporte n'était pas un homme de cour. Homme de cour, il l'était même remarquablement peu. Mais ce que le mot désigne dans cette ancienne langue, l'ancienne langue d'Oïl ou l'ancienne Languedoc, la sienne, eh bien, c'est la distinction, c'est l'élégance des manières et plus encore l'élégance de l'esprit. Et cette élégance-là, Yves Laporte la possédait au plus haut degré. Et ce que le mot désigne, parce que je ne passe pas ma vie au Moyen-Âge quand même, ce que le mot désigne dans la langue actuelle, c'est une politesse attentive à l'autre. Et cette politesse-là, Yves Laporte la pratiquait aussi au plus haut degré et à l'égard de tous. Et c'est précisément cette politesse scrupuleuse, presque pointilleuse, et non pas une quelconque hauteur qui le rendait intimidant. Et puis, ce n'était pas un homme de cour, mais c'était un homme raffiné, qui avait un raffinement du goût, des exigences de goût. Le fauteuil qu'il demandait de faire recouvrir, c'est pas du tout parce qu'il disait « moi, je veux un beau fauteuil parce que moi, je suis l'ancien administrateur du Collège de France ». Non, avoir un fauteuil qui ne lui plaisait pas, un fauteuil vilain, ça n'allait pas. Et de même, comme M. François Gros l'a rappelé, il aimait bien manger parce que le raffinement... Alors, il s'en défendait, il le cachait ou... Il ne s'en défendait pas vraiment, il n'en faisait pas état par austérité naturelle, par discrétion naturelle, mais ses goûts, brusquement, ressurgissaient et, d'une certaine façon, le trahissaient, montrait que c'était un seigneur. Il pouvait essayer de le cacher, mais c'était un seigneur. Il pouvait essayer de le cacher parce qu'il était discret, il ne se mettait pas en avant, il n'élevait pas la voix, et pourtant il n'arrivait pas à passer inaperçu. L'autorité émanait de lui comme une sorte de fluide et s'imposait dès qu'il paraissait. Non pas l'autorité de celui qui a conscience de détenir l'autorité, non pas l'autorité du fonctionnaire d'autorité, l'autorité de celui qui pense juste, par rectitude intellectuelle, par rectitude morale, l'autorité de celui qui fait ce qu'il faut, l'autorité de celui qui sait être habile parce qu'il est tenace, mais qui est habile comme innocemment, parce que le but est innocent et vaut qu'on soit habile. Et qui, avec cela, tout habile qu'il soit, dit ce qu'il pense, parce qu'il ne lui vient même pas à l'esprit que quelques raisons de prudence ou de calcul stratégique pourraient le détourner de dire la vérité quand il faut dire la vérité. Voilà. L'autorité de celui dont l'urbanité et le souci de n'être pas blessant rendent à l'inverse insoupçonnable qu'il puisse dire quelque chose pour montrer que c'est lui le patron, par plaisir de contredire, par plaisir d'imposer son opinion, par plaisir de faire usage de son autorité. Ça paraît évident, ce n'est pas une qualité tellement fréquente après tout. Donc, preux et courtois, c'est une sorte de perfection, c'est une sorte de mélange du courage et de l'élégance. Le courage est dans l'élégance et l'élégance est dans le courage. Et nous revoyons tous cette haute silhouette, à peine voûtée, non pas par l'âge, mais par la courtoisie, cette sorte de ne pas vouloir avoir l'air trop grand. Le demi-sourire indulgent, mais pénétrant, qui montrait que l'indulgence ne devait rien à la naïveté et qu'il y avait derrière beaucoup d'humour, beaucoup de malice. Le regard malicieux derrière les lunettes, ça, ce ne sont pas les vraies lunettes d'Yves Laporte. Les vraies lunettes d'Yves Laporte, on les voyait
sur la photo où il est avec François Jacob. Et ces lunettes, nous en souvenons, c'était des lunettes avec une petite monture en haut, mais pas en bas, une monture juste en haut, et elles faisaient un petit peu lunettes à mort. Elles avaient quelque chose d'un peu désuet, peut-être pas... Je ne pourrais pas dire... Maintenant, elles avaient un charme vintage, mais ça ne faisait pas partie de son vocabulaire, pas de dire, on n'aurait pas pu dire qu'il avait des lunettes vintage, mais c'était un petit peu ça. Et nous entendons sa voix posée, cette voix douce et ferme, où subsistait une légère trace méridionale, ces phrases nettes, sans circonlocution ni emphase, et dont le français était si pur et si exact. Alors, à la Fondation Saint-Jean-Polignac, le jeu, toujours renouvelé à chaque conseil d'administration ou à chaque occasion ou à chaque concert, entre Yves Laporte et André Miquel, le jeu consistait à feindre de poursuivre une guerre de religion, le protestant contre le catholique, ou le catholique contre le protestant. Et il est bien vrai que chacun avait le tempérament que l'on attribue respectivement, traditionnellement, par cliché, aux protestants et aux catholiques. Mais non seulement cette guerre de religion était évidemment feinte, mais encore elle était visiblement le seul moyen qu'ils avaient trouvé pour se dire leur affection. Ils auraient été incapables de le dire directement. Mais en faisant semblant de se disputer sur les questions de catholique, alors là, ça marchait admirablement. Yves Laporte n'était pas l'homme des effusions. Et sans doute, peut-être n'aurait-il pas aimé ce que je dis de lui en cet instant. Il était comme il était. Et là, je ne retire pas ce que je dis. Il était courageux, il était attentif, il était bienveillant, mais il était trop élégant pour l'afficher ou le faire savoir. Il était preux et courtois.